Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcours, la nouvelle émission de Madines. Avec ce programme, nous allons à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs de talent que nous voyons trop peu dans les médias. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Gitanjali Shrivastava. Née à Bombay, professeure de français langue étrangère, elle vient d'emménager en France pour lancer son projet Adaptive. Bonne émission. Gitanjali, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez une formation de professeur de français langue étrangère. Vous venez tout juste de vous installer en France pour développer votre entreprise Adaptive. Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de l'entrepreneuriat? Alors, c'est difficile à répondre et c'est une longue histoire. Comme vous avez dit, je suis professeure de FLE FLE. Et tout au long de mon parcours, j'ai fait face à beaucoup d'étudiants qui voulaient réutiliser leurs compétences en langue française pour trouver un travail. Donc, j'ai commencé à leur donner des conseils et un jour, je me suis dit que peut-être je peux faire un peu plus pour eux. Et j'ai lancé une newsletter hebdomadaire, French Jobs for Me, avec l'objectif de les aider à trouver un travail où ils peuvent utiliser le français. Et puis, pendant la pandémie, j'ai constaté qu'en fait, c'est pas juste ceux qui ont ce besoin spécifique, mais en fait, beaucoup d'autres jeunes qui étaient perdus, qui voulaient chercher un travail, qui ne savaient pas où regarder, comment trouver un travail. Et j'ai commencé à discuter avec mon cofondateur Titash, qui a déjà fondé une entreprise dans la EdTech. Et c'est comme ça que nous avons décidé de lancer Adaptive. Et voilà. Et alors, Adaptive, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Adaptive, en quelques mots, c'est une plateforme qui vise à aider les jeunes à trouver leur voie professionnelle en fonction de leurs compétences, de leur personnalité et ce qui sera en demande dans le marché du travail à l'avenir. Ok, et ça fonctionne sur un test de personnalité, sur un questionnaire, sur un algorithme? Oui, donc il y a deux parties en fait. Donc il y a la partie test où on teste leur personnalité, leurs compétences. Et puis il y a la partie plutôt intelligence artificielle où on développe un knowledge graph qui va tout le temps analyser les demandes de travail dans le monde entier et puis proposer des carrières aux jeunes selon leur profil. Ok. Et donc, vous avez lancé une newsletter. Comment on passe de on lance une newsletter d'information à on monte une entreprise? Il y a quand même un gap entre les deux. Oui, c'est ça. Donc, avec la newsletter, j'avais de plus en plus de demandes et j'arrivais pas vraiment à répondre à toutes les questions. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à discuter avec Titash et on s'est dit qu'il y a forcément une demande quelque part qui n'a pas encore une solution et il y a des gens qui cherchent une solution. Et au début, on voulait tout simplement avoir une plateforme pour le travail en freelance. Et on pensait à faire une plateforme qui s'appelait Gigs for Me, mais puis avec plusieurs tests dans le marché, on a fait beaucoup de recherches aussi. Finalement, on est tombé sur cette idée d'Adaptive. Et est-ce que l'entrepreneuriat, selon vous, c'est inné ou est-ce que c'est quelque chose qu'on acquiert, qu'on développe, qu'on apprend? Je pense que c'est inné. Si vous prenez mon cas, moi, je n'ai aucune formation dans l'entrepreneuriat, dans le business. J'ai étudié la littérature et puis le français pour devenir professeure de langue. Je voulais devenir traductrice à un moment donné. Mais aujourd'hui, je suis entrepreneur, donc je pense que c'est absolument inné. Et qu'est-ce qui vous a été quand même le plus utile? Parce que même si c'est inné, il faut bien développer cette fibre-là. Qu'est-ce qui vous a été le plus utile pour apprendre? Je dirais que c'est l'interaction avec tous mes étudiants. Parce que c'est aussi, je pense qu'être entrepreneur, c'est comprendre les autres. Parce que finalement, si vous développez une solution, c'est pour aider quelqu'un, c'est pas pour vous-même. Donc, je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidée au début. Et puis après, je pense aussi, comme enseignante, j'ai la capacité d'apprendre. Et donc, j'apprends tous les jours. Et dans quel contexte avez-vous grandi? Quelles sont les envies, les valeurs que vous ont transmises vos parents? Alors, c'est une très bonne question. Quand j'étais plus jeune, je pensais toujours que que j'ai grandi plutôt pour devenir
je disais à tout le monde pour devenir femme au foyer. Parce que mes parents ne m'ont pas forcément guidée dans une direction ou l'autre. J'étais libre à faire ce que je voulais faire. Mais j'avais aucune envie de devenir ingénieur ou médecin, comme c'est assez... Bon, la plupart des personnes dans mon école voulaient devenir ingénieur, médecin, et donc je disais, mais si je ne veux pas devenir ingénieur ou médecin, forcément je vais devenir, je ne sais pas, femme au foyer, j'ai pas trop de choix là. Puis je me suis dit que non, c'est pas vraiment ça. Et j'ai développé un intérêt dans les langues, et mes parents m'ont encouragée à poursuivre cet intérêt. Et donc, à un moment donné, je voulais devenir journaliste, et puis traductrice. Finalement, je suis devenue enseignante. Mais je pense que tout au long de ce parcours, j'étais aussi très inspirée de mes deux parents. Donc, ma mère est femme au foyer, oui, mais elle a toujours gardé un intérêt dans plusieurs projets, donc elle avait toujours ses petits projets à côté. Et mon frère, son parcours professionnel n'est pas du tout traditionnel. Donc, il a quitté une grande entreprise pour devenir consultant. Là, quand mon frère et moi étaient assez jeunes et il y avait beaucoup de frais, beaucoup de dépenses. Et donc, je dirais qu'il était un entrepreneur et il a travaillé avec plusieurs entreprises pour les aider comme consultant. Et je pense que c'était mon inspiration et c'est peut-être pour ça que je pense que c'est inné que moi j'ai cet esprit d'entrepreneuriat de lui. Et donc, vous pensez que pour développer cette fibre-là, l'environnement est important et les gens qui vous soutiennent notamment le sont? Oui, je pense que oui. Après, j'ai vu aussi des cas où des gens sont devenus entrepreneurs et il n'y avait aucune ambiance comme ça dans la famille. Mais après, je pense que ça aide aussi. Oui. Et votre cofondateur, donc Titash, oui. Lui avait déjà monté une entreprise avant. Est-ce que ça a été un vrai soutien, un vrai appui pour vous? Est-ce que vous auriez pu entreprendre seul? Non, je ne pense pas. Je pense que comme équipe, on est une bonne équipe où là, il a ses points forts dans l'entrepreneuriat et puis moi, je viens pour ajouter. Et toute seule, je ne pense pas. Je n'ai pas, je pense, autant de l'esprit d'entrepreneuriat. Ok. Et donc, vous êtes indienne, votre cofondateur aussi. Vous venez d'arriver en France pour développer Adaptive. Est-ce que la France est un vrai choix? Et si oui, pourquoi avoir choisi la France? Parce qu'en Europe, il y a quand même pas mal de hubs d'entrepreneuriat. Pourquoi être venu chez nous? Alors, c'est un vrai choix, surtout pour moi. Je dis oui. Peut-être pas pour Titash autant, mais bon, moi, évidemment, comme j'étais enseignante de français langue étrangère, j'ai évidemment un amour, un côté affectif pour le pays. Titash, en fait, au début, quand on a décidé de ne pas développer Adaptive en Inde, on cherchait, comme vous avez dit, un hub un peu international. Donc, les choix, évidemment, sont les États-Unis, pour tout le monde. Mais nous ne voulions pas vraiment aller aux États-Unis. Pour nous, c'était plutôt l'Europe, le centre. Nous avons en fait essayé d'explorer les marchés en Allemagne et aussi aux Pays-Bas. Et on a contacté plusieurs incubateurs dans les deux pays. Mais après, en fait, après beaucoup de recherches, on s'est rendu compte que pour les visas, c'est en fait la France qui est le plus facile. Et donc après, on a contacté Station F ici. Et puis moi, comme j'ai étudié à Grenoble et je connais très bien la ville, nous avons aussi contacté l'incubateur où nous sommes actuellement, le Tarmac. Et on a été accepté par le Tarmac. Et donc voilà. Et donc l'accompagnement a déjà commencé là? Oui. Ouais. Oui, ça. Et qu'est-ce que ça vous apprend? Est-ce que il y a des subtilités sur comment lancer une entreprise en France que vous n'aviez pas, que vous ne maîtrisiez pas avant? Oui, donc en fait, toutes les démarches administratives, c'est ça. À vrai dire, en fait, en Inde, ça peut être aussi compliqué parce qu'au niveau des papiers, c'est aussi compliqué en Inde qu'en France. Donc, pour nous, parfois, c'est pas très difficile parce que quand je parle aux autres, peut-être des Américains, par exemple, eux, ils sont vraiment déstabilisés par les démarches en France. Pour nous, c'était pas très difficile de comprendre,
Mais oui, bien sûr, il y a certaines subtilités. Par exemple, pour monter une SAS, il faut montrer une preuve de la nom de famille de votre mère avant le mariage, et ça, je ne comprends pas. Donc, il y avait certaines subtilités qui nous ont choqués, mais bon. Certaines complexités, surtout. Oui, c'est ça. Et alors, quel conseil donneriez-vous justement à des entrepreneurs ou entrepreneuses qui veulent monter leur société dans un pays qui n'est pas le leur? La recherche, c'est très important. Donc, moi, je pense que j'avais cet avantage parce que je comprenais déjà beaucoup du système français. Et puis, c'était facile pour moi de juste lire des sites, trouver l'information, parce que je connaissais la langue. Mais après, j'ai vu d'autres personnes, d'autres startups ici en France qui n'ont pas fait assez de recherche. Donc, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup de recherche avant de décider de quitter votre pays pour, lancer une entreprise ailleurs. Et des recherches sur quoi? Sur la culture, sur le marché? Au-delà de juste, est-ce que les conditions sont la faciles? culture, oui, évidemment. Le marché, mais aussi tout ce qui est démarches administratives, parce que c'est pas très facile toujours de comprendre. C'est ça. Est-ce que vous avez été bien accompagné sur ce sujet-là? Oui, je pense que le tarmac nous a vraiment aidés. Donc, on a toujours eu de l'aide. Si on avait des questions, il y avait toujours quelqu'un qui nous a aidés à trouver une solution. Et la question quand même de base qui est la source de toutes les autres, pourquoi ne pas avoir voulu lancer Adaptive en Inde? Bon, plusieurs raisons. Donc, la première chose, oui, en Inde, les startups, maintenant, il y a un vrai boom. Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être trop de boom, si je peux le dire. Il y a trop de monde qui essaie de faire quelque chose tout le temps. Et parfois, une idée innovative peut être perdue complètement parce qu'il y a trop de personnes et il y a trop de concurrence aussi. Après, je dirais aussi que comme culture en Inde, dans les startups, c'est plutôt le business. Donc, une idée n'est pas forcément évaluée pour son originalité, mais plutôt pour son côté, quand est-ce que vous pouvez nous montrer l'argent? Si ce n'est pas tout de suite, je ne m'intéresse pas. Donc, on voulait aussi avoir un marché où notre idée sera valorisée. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'aller ailleurs. Parce qu'après, l'Inde restera, mais on voulait aussi avoir quelque part où on peut vraiment développer notre idée. Et est-ce que vous allez lever des fonds du coup en France? Pas encore, mais nous avons obtenu récemment la bourse French Tech de la BPI. Et la levée de fonds, ça sera pour l'année prochaine. Okay. Ouais. Et la bourse French Tech, elle va vous aider à quoi? Donc, c'est pour la première phase de développement. Donc, c'est plutôt pour développer le knowledge graph, donc pour faire la recherche et développer l'algorithme. Ok. Et puis, vous vous installez aussi, j'imagine. Oui. Parce qu'il a fallu déménager quand même tout le monde d'Inde vers la France. Ouais. Est-ce que Grenoble était un bon choix? Est-ce que vous sentez que c'est facile de s'y intégrer, de créer un réseau là-bas? Oui, parce que comme ville, c'est une ville très facile de comprendre en général. Bon, si je compare tout simplement avec Paris, prenons juste le métro, c'est assez compliqué pour un étranger. Ça prend du temps, mais à Grenoble, ce n'est pas le cas. C'est très facile, le transport en commun, c'est très bien lié, vraiment très facile à comprendre, ça prend que 2 jours. Au niveau de logement aussi, c'est facile. Puis après, comme écosystème dans le monde de start-up, comme si vous comparez à Paris, c'est plus petit. Et donc, il y a plus d'aide, plus de soutien. Donc, je pense que nous avons fait un bon choix. Ok. Et à l'inverse, quels sont les freins que vous avez rencontrés? On a parlé quand même du poids de l'administratif en France. Je sais que ça a été un peu long d'obtenir vos visas. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres freins de ce type-là qui auraient pu tout simplement arrêter votre aventure entrepreneuriale d'un coup? Le titre de séjour. Je pense que là, c'était notre plus grand défi. Déjà, en fait, comme visa, notre visa, ce n'est pas un visa que tout le monde connaît. Donc, au début, c'était... C'est quel type de visa? C'est le passeport talent et le visa pour le French Tech, donc pour les entrepreneurs. Donc, en fait, à la préfecture,
au début, ils ne savaient pas dans quelle catégorie on doit postuler. Et on a passé, je pense, un mois juste pour trouver la bonne personne à qui s'adresser. Et c'était vraiment là que le tarmac nous a aidés parce que sans leur aide, je ne sais pas si on aurait eu le titre de séjour. Et puis, pour compliquer les choses, je pense que c'était le moment où ils ont décidé d'aller de offline à online pour les démarches pour le titre de séjour. Donc aujourd'hui, tout est en ligne. Vous pouvez remplir les formulaires en ligne. Mais quand nous sommes arrivés avec la pandémie et ce changement, c'était un peu compliqué. Et je pense qu'on a mis 3 mois pour avoir le titre de séjour. Et c'était juste 2 semaines avant la date d'expiration de notre visa. Ah oui, donc ça s'est joué à un cheveu. Oui, ça. Et puis, on devait attendre le titre de séjour pour faire la création de l'entreprise. Donc, il y avait un moment où nos fonds étaient bloqués dans les nuages et on ne savait pas si on allait vraiment pouvoir monter l'entreprise. Et le tarmac vous a accompagné aussi dans cette démarche Dans cette démarche, oui. Donc, pour l'ouverture de compte bancaire, la création juridique de l'entreprise, tout. Quels sont les meilleurs conseils qui vous ont été donnés sur ce chemin entrepreneurial, que ce soit par votre entourage ou par les personnes qui ont pu vous accompagner par la suite? Dans quel sens exactement? Des conseils pour entreprendre ou des conseils pour bien équilibrer sa vie pro et perso. Vraiment, quel type de conseils sur votre vie professionnelle vous ont été utiles pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Bon, c'est une question difficile, je vais penser. Parce qu'au niveau de conseils, je pense qu'on n'en a pas eu beaucoup de conseils de notre entourage. En fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment ce que nous faisons. Donc, oui, je ne sais pas si on a eu vraiment des conseils qui nous ont aidés particulièrement. Bon, après, j'ai aussi parlé à plusieurs entrepreneurs ici en France. Je connais une femme qui a lancé sa propre entreprise, en fait, sa propre marque de vin. Quand je lui ai parlé, je pense que ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il faut être patiente. Et oui, je pense que c'est ça, parce qu'une autre amie aussi en France nous a dit, oui, il faut juste être patient, c'est ça. Donc, peut-être c'est ça le plus bon conseil, la patience. Et est-ce que c'est compliqué justement d'avoir un entourage qui ne comprend pas forcément ce que vous faites? Oui, au niveau personnel, c'est parfois très difficile parce que personne ne comprend pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on a ce genre d'ambition. Donc, parfois, c'est difficile parce qu'on voit qu'ils ne comprennent pas, qu'ils pensent que nous sommes peut-être un peu fous. Pourquoi pas avoir une vie stable où on n'a pas de risque, etc. Mais puis, c'est aussi une grande aventure qu'on aime bien. Donc, oui. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur dans cette grande aventure? Oui, parce qu'il y a toujours le risque d'échec. Et parfois, en fait, ça fait peur. Mais après, je reste assez optimiste. Donc, comme j'ai dit, dans l'équipe, il y a mon cofondateur qui n'est pas du tout optimiste selon moi. Lui, il dirait réaliste, moi, je dirais pessimiste, mais moi, je suis optimiste. Mais il y a des jours où j'ai vraiment peur que, si on n'arrive pas à réaliser tous les rêves, ça sera assez compliqué à l'avenir pour nous. Et qu'est-ce que l'entrepreneuriat a changé chez vous? J'étais une personne qui voulait avoir tout organisé. Donc, tout était vraiment organisé jusqu'au dernier point. Et là, j'ai appris à être un peu plus spontanée, de vivre de jour à jour. Et en parlant de Titash, on a une vidéo de lui qui nous explique quelles sont les qualités qu'il apprécie chez vous en tant que cofondatrice et entrepreneuse. On va voir? Oui, je suis très curieuse. When I think about the 3 words that define the work relationship that Gitanjali and I have had for the past 10 years, they are intelligence, emotions, and optimism. Gitanjali
displays and has been displaying a very high degree of intelligence applied not only to the workplace but also to interpersonal skills and people judgment. And that's amazing. And sometimes she actually takes a back seat rather than display it fully because it could surprise people. Emotions, because as a woman, she can be soft, but she can also take hard decisions. It's a good balance. It has taken me some time to understand that it goes both ways, and that makes it really, really interesting. Optimism, which is one of her greatest assets, is the ability to see, even in the darkest of moments or the most difficult of situations, something positive. Sometimes that works against us, but in most cases, as startups, we need a high degree of it, and it's a huge asset. Intelligence, sensibilité, optimisme, c'est plutôt pas mal comme palmarès. Quelles sont les qualités que vous estimez qu'il est nécessaire d'avoir quand on entreprend? L'optimisme, bien sûr, parce que je pense qu'il faut toujours avoir la capacité de voir que oui, même s'il y a des difficultés aujourd'hui, il y a une solution qui attend et qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Donc, je pense que l'optimisme est très nécessaire, si on peut le dire. C'est vraiment nécessaire pour devenir entrepreneur et pour réussir. Mais bien sûr, il y a aussi le courage de prendre le risque, de choisir un chemin qui n'est pas traditionnel, le courage d'innover et le courage aussi de continuer. Et avec courage et optimisme, où est-ce que vous voyez Adaptive dans 10 ans? Dans 10 ans, nous espérons avoir une plateforme qui peut aider les jeunes partout dans le monde à trouver leur voie professionnelle, à réussir dans leur vie. Et voilà, c'est notre ambition. Donc c'est une grande ambition internationale. Est-ce que vous imaginez du coup avoir d'autres bureaux dans d'autres pays ailleurs dans le monde? J'y ai pas pensé, mais je pense que oui, ce serait l'idéal évidemment. Si on a de grandes ambitions comme ça, on aura des bureaux ailleurs aussi. Oui. Ok, et ben on croise les doigts pour vous. Oui, on se revoit dans 10 ans. Merci beaucoup, Gitanjali.